Hello à tous, je suis Mélodie Schmoos, fondatrice de Cause, une agence digitale au service de l'impact. J'ai créé le podcast Business Positif suite à plein d'échanges avec des entrepreneurs sociaux et des chefs d'entreprise en quête de sens, et je me suis passionnée pour la question de l'impact positif comme opportunité ou contrainte business. Avec Business Positif, je pars à la rencontre de ces entreprises qui réussissent à allier rentabilité et impact et à se développer de manière pérenne. On parle de leurs histoires, de leurs stratégies, de RSE ou encore des outils digitaux qu'elles utilisent. Et vous y trouvez des astuces à mettre en place concrètement dans votre structure, mais aussi de l'inspiration et de la créativité, parce que oui, ce sont souvent des personnes qui inventent de nouveaux modèles. J'essaie de poster 2 fois par mois les mercredis. Le plus simple est de vous abonner sur votre plateforme préférée pour être alerté dès qu'un nouvel épisode sort. Et n'hésitez pas au passage à mettre 5 étoiles si le podcast vous a plu, ça m'aide beaucoup. Aujourd'hui, je cause avec Mathieu Gerbet, fondateur de l'entreprise Les Opticiens Mobiles, dont la raison d'être est, je cite, que chacun accède à la santé visuelle sans se déplacer et lutte également contre l'isolement des personnes. 39 collaborateurs, 70 opticiens mobiles à travers la France et une belle croissance depuis sa création à Lyon en 2015. Voilà quelques chiffres pour vous décrire cette entreprise étonnante qui disrupte un marché de l'optique bien connu de son fondateur. Vous allez voir, cet épisode est un peu plus long que d'habitude et on passe beaucoup de temps en début d'échange sur la mission, l'offre, le marché de l'optique et les personnes fragiles, notamment le grand âge et les situations de handicap. Pour ceux d'entre vous qui sont surtout intéressés par le comment se développer, accrochez-vous. Déjà parce que le sujet est passionnant et raconté par un passionné, et que cela montre l'importance de mettre la mission au cœur de votre développement. Et ensuite, parce que Mathieu partage des bonnes pratiques et expériences vraiment géniales dans la suite de l'échange. Entre autres, l'importance du recrutement et de l'humain, de choisir des financeurs qui soient à la fois là pour mettre des fonds, mais aussi pour accompagner la structure et la conseiller. On parle aussi de la difficulté de faire du mass marketing, de l'importance de rester focus sur son core business, même si souvent le dirigeant d'entreprise est tenté d'explorer 30 pistes en même temps. On aborde aussi le sujet de la politique et de la réglementation, qui peuvent aussi être de sérieux coups de pouce sur des marchés comme l'optique. Par exemple, c'est une loi passée en 2014 qui a permis aux opticiens de se déplacer à domicile, et donc à cette entreprise de naître. Mais trêve de causerie, je vous laisse découvrir cet échange et les conseils précieux que Mathieu nous partage. Ah, et n'hésitez surtout pas à laisser vos remarques et à mettre vos 5 étoiles au podcast si ce n'est pas déjà fait, et s'il vous a plu, ça m'aide beaucoup. Bonjour Mathieu, ravie de vous accueillir sur ce podcast Business Positif. Bonjour. Je suis très contente d'avoir entendu parler de votre entreprise et puis de pouvoir discuter aujourd'hui des opticiens mobiles et de ce secteur qui peut être méconnu et qui montre bien qu'en fait l'impact peut vraiment venir toucher tous les secteurs d'activité des entreprises. Donc, est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus justement sur votre activité ? Merci déjà de nous inviter à participer à ce podcast, Mélodie. Oui. Sur notre activité, c'est très simple. Les opticiens mobiles, vous n'allez plus chez l'opticien, c'est l'opticien qui vient à vous. Donc, avec les opticiens mobiles, on a voulu répondre à un enjeu de santé majeur, permettre à chacun d'accéder à la santé visuelle sans se déplacer. Oui. Voilà. Nous, on souhaite amener la santé visuelle partout où elle fait défaut. Et donc, on a créé en 2015 un nouveau métier qui est opticien mobile, opticien coordinateur en santé visuelle. Et ce que j'ai vu, c'est que parce que on peut se demander quand on a, on va dire, la possibilité d'aller chez l'opticien normalement, on peut se demander si c'est pertinent ou si ça a un intérêt. Mais en fait, vous visez avant tout les personnes fragiles. Et en fait, il y a pas mal de personnes qui peuvent avoir des difficultés à justement accéder à la santé visuelle. Est-ce que vous pouvez me dire justement un petit peu les cas de personnes concernées, notamment ? Oui, alors nous principalement aujourd'hui, les magasins d'optique, il y en a partout, à condition de pouvoir s'y déplacer. Et il y a une grande partie de la population, soit parce qu'elle est en effet en perte d'autonomie, donc le grand âge et le handicap peut avoir de la difficulté à se déplacer chez l'opticien, ou alors avec des contraintes importantes. Et donc pour ces populations-là, c'était important de pouvoir leur amener un vrai service directement sur leur lieu de vie, que ce soit à domicile ou dans des établissements médico-sociaux et de santé. Donc c'est l'opticien qui se déplace et qui fait la même chose que dans un magasin, mais directement sur place avec une prise de rendez-vous. Il y a aussi des gens qui ne se déplacent pas pour des contraintes de temps, parce qu'elles sont aussi éloignées géographiquement, soit dans des déserts médicaux que maintenant on connaît, soit parce qu'elles sont en zone périurbaine et rurale, elles prennent pas le temps de se déplacer et donc elles sont dans le non-recours aux soins et qui sont quand même des soins primaires, parce que bien voir, c'est important, sachant que 80% de l'information passe par la vue. Ouais. Et donc, nous, quand on a monté les opticiens mobiles,
c'est vrai que la priorité, ça a été vraiment on a vraiment eu une prise de conscience. Enfin, moi, j'ai eu une prise de conscience de voir qu'il y a une partie de la population donc qui était isolée, qui était vraiment sous-équipée et qui avait pourtant besoin de voir. Et comment vous y êtes arrivé en fait? Parce que donc vous lancez ça en 2015 à Lyon, mais oui. qu'est-ce qui fait que vous vous intéressez à ça, vous particulièrement? J'ai vu que vous aviez déjà pas mal travaillé en amont dans le secteur médical, enfin dans des entreprises qui évoluent dans le secteur médical. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus sur justement votre parcours qui a pu amener à la création des opticiens mobiles? Alors moi déjà, oui, en effet, j'ai travaillé dans le secteur donc de la santé, parce que j'ai travaillé pour le leader français Essilor, qui est le leader français dans la fabrication de verres correcteurs, hein, et qui est un leader d'ailleurs mondial. Donc j'ai travaillé pour cette belle entreprise dans différents pays, hein, sur les 3 continents, principalement en Amérique du Nord, mais aussi sur la zone Europe et sur la zone Asie, dans différentes fonctions. Et puis après les États-Unis, je suis rentré en France. Euh, 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 voilà, où j'ai accompagné le dirigeant d'une entreprise dans le secteur de l'optique, d'une PME. Hein, voilà, donc j'ai quitté le grand groupe dans une PME. Et puis voilà, l'envie d'entreprendre à un moment donné. Et en fait, un truc tout bête. Hein, moi, j'avais une de mes grand-mères qui était dans un EHPAD. Mes parents cherchaient absolument à lui remplacer ses lunettes. Donc forcément, étant dans le domaine, c'était comment est-ce qu'on va faire, parce que là, elle les a cassées et nous, on peut pas s'en occuper. Elle est à 400 kilomètres de mes parents, donc pas simple. Bien sûr. Personne ne peut se déplacer comme on fait en fait. Et elle avait vraiment besoin de voir, parce que pour se lever de son lit, pour manger, voilà, tout simplement. Et une personne de grand âge a besoin de rester mobile, a besoin de marcher pour maintenir son autonomie justement. Et donc, on a trouvé une solution. On a essayé d'appeler un opticien pour qu'il puisse se déplacer. C'était compliqué. L'ophtalmo, c'était compliqué. Bref, tout ça était compliqué. Et puis voilà. Et de fil en aiguille, j'ai réfléchi. J'avais à nouveau envie de l'entreprendre. J'avais monté une petite entreprise avec un copain quand j'étais étudiant, à l'époque d'Internet, au début de mes études. Et voilà, l'envie d'entreprendre, elle est permanente. Je pense que j'ai toujours aimé faire des choses, construire des choses. Et là, je me suis dit, tiens, l'optique, c'est un secteur sympa parce que il est au carrefour de la santé, avec les verres correcteurs, les défauts visuels à corriger, de la mode avec les montures. On a envie d'être coquet ou coquette quand on porte des lunettes et de se sentir bien. Et du conseil pour ce qui est de travailler en mobilité, où l'opticien, il apporte aussi son conseil par rapport à un défaut et par rapport à tout ce qui existe sur le marché en termes de produits et d'offres, pour pouvoir conseiller au mieux une personne qui a un besoin en fonction de ses attentes, ses goûts et également ses moyens. Voilà. Donc voilà. Et donc la prise de conscience, ça a été de se dire, est-ce qu'on peut pas créer finalement et regarder l'optique avec un autre prisme, parce que l'offre magasin, elle est déjà pléthorique. Je pense que tout existe, hein, tous les prix, tous les positionnements marketing, mais il n'y avait pas de l'opticien se déplaçait déjà, hein, pour rendre un service. On n'a pas inventé ça. Hein, l'opticien se déplace depuis la nuit des temps. Et puis ça m'a fait un petit rappel en me disant, tiens, c'est vrai que quand j'avais bossé en Inde, donc sur la zone Asie-Pacifique, on avait mis en place avec Essilor des bus avec un hôpital, l'hôpital de Madurai, au sud de l'Inde, qui se déplaçait sur les territoires en Inde pour aller équiper les enfants. Voilà, parce que les enfants, quand ils ont un trouble de la myopie ou d'autres troubles de la vision, ils peuvent pas apprendre, surtout quand ils sont dans des classes importantes. Celui qui est devant, s'il voit bien, il voit bien le tableau et il écoute et il est attentif et il apprend. Celui qui est au milieu ou au fond, s'il a un problème de vue, il est exclu. Et là, c'est le coup près, parce que l'accès à l'éducation, voilà. Et c'est un pendant qui était intéressant. Du coup, je me suis dit, tiens, c'est intéressant ce prisme-là aussi. Donc, il y a le premier prisme, c'est d'ailleurs que il y a les opticiens en magasin qui existent, mais il y a des gens qui ne peuvent pas se déplacer. Il y a des gens qui sont en perte d'autonomie quand on est dans le grand âge ou touchés par un handicap, parce que là, il n'y a pas d'âge pour être touché par un handicap. Et dans ma carrière avec Essilor, j'avais permis à des enfants d'accéder à l'autonomie, parce que finalement, un enfant, il cherche à accéder à l'autonomie, et toute sa vie, on cherche à accéder à l'autonomie le plus possible. Et quand on devient adulte, on la développe, cette autonomie, et à la fin de notre vie, on sera tous concernés par ça. Hein. Il n'y a pas là-dessus, il n'y a pas de discrimination possible. Hein. On cherche à la conserver le plus longtemps possible et de la meilleure des façons possibles. Et du coup, c'est intéressant de se dire, voilà,
l'optique, finalement, on le retrouve partout. L'enfant qui cherche à accéder à l'autonomie et à l'autre bout de la chaîne, la personne âgée qui cherche à la conserver, son autonomie. Et donc, on a créé des opticiens mobiles et j'ai créé des opticiens mobiles en disant, est-ce qu'on peut pas mettre en place, regarder l'optique avec un autre prisme? C'est l'opticien qui va se déplacer et non plus le patient qui va se déplacer à l'opticien. Et oui, on est aussi du coup, sur des personnes qui en bénéficient, qui sont un petit peu différentes et un petit peu oubliées justement de l'approche traditionnelle. Aujourd'hui, il y a 30 collaborateurs, il me semble, chez Opticiens Mobiles et 70 opticiens mobiles partout en France. Alors un peu plus parce que du coup, depuis les derniers chiffres, on a embauché parce qu'on recrute pas mal, donc on est 39, voilà, collaborateurs. Et en effet, et sur le terrain, et on couvre la France avec 70, alors un peu 70 opticiens mobiles répartis sur toutes les régions de France, et on cherche à recruter massivement pour densifier notre présence. Pourquoi? Parce que avant le confinement, on avait grosso modo 70% de nos clients qui étaient des personnes fragiles, donc grand âge et handicap, et 30% de personnes des actifs. Et avec le confinement, on est plutôt tombé sur un 60-40. Et donc, on a aussi de la demande, et il faut qu'on couvre le territoire, puisque la notoriété, on essaie de la développer à notre niveau, mais on la développe. Le service commence à être connu. Bon, il est bien moins connu. Nous, on va chez l'opticien encore, dans les mœurs des porteurs de lunettes. Il faut que j'aille chez l'opticien, et c'est une contrainte. Si je peux pas y aller, comment je fais, etc. Il y a toute une culture à transmettre à vos clients, en fait, aussi. Exactement, parce qu'avant, l'opticien, il rendait ce service-là, mais il n'y avait pas je pense que les opticiens mobiles, on a réussi à structurer un réseau national d'opticiens et du coup, une entité, donc une entreprise vraiment qui est spécialisée pour faire que ça, parce que c'est un changement de paradigme par rapport au magasin, puisque l'opticien, c'est un métier dans le métier. C'est-à-dire qu'il est opticien, et donc il doit maîtriser sa partie optique, le bilan visuel, le conseil, etc. Mais il y a aussi le service à la personne. Et il y a aussi la protection de sa propre personne, puisqu'il faut parfois, quand on travaille dans un EHPAD, c'est pas forcément facile. On est face à des gens qui peuvent être en pleine forme, d'autres qui ont des troubles cognitifs importants, des gens qui sont bien accompagnés par leur famille, des gens qui sont délaissés par leur famille. À domicile, c'est le cas aussi, le handicap aussi, et donc il faut aussi qu'ils soient suffisamment, qu'ils aient un bon savoir-être, une bonne empathie, voilà, et savoir se protéger aussi soi-même. Et on les forme, bien entendu, pour ça. Donc c'est vraiment un métier dans le métier. Ok, super intéressant. Et du coup, si on parle un petit peu de la vision, donc là, 2015, on va revenir aussi sur comment concrètement vous avez développé ça. Mais aujourd'hui, vous parlez de la raison d'être qui, dans tous les cas, transparaît de tout ce que vous dites, que chacun accède à la santé visuelle sans se déplacer et également lutter contre l'isolement des personnes, donc par l'optique. Donc ça, c'est hyper clair dans ce que vous dites. C'est quoi aujourd'hui la vision de l'entreprise? Où est-ce que vous avez envie d'amener cette entreprise-là et cette mission-là? Nous, la mission de l'entreprise, elle est partagée par tous les collaborateurs et collaboratrices de l'entreprise. Et je pense que c'est très clair. Nous, notre mission, c'est permettre à chacun d'accéder à la santé visuelle et auditive sans se déplacer. Donc, l'audition, on ne le fait pas encore. Et ça, c'est notre mission. Notre mission, c'est de permettre, partout où il y a un besoin, que chacun ou chacune puisse avoir accès à la santé visuelle. Puisqu'aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent pas se déplacer, c'est une chose, mais il y a aussi des gens qui n'ont pas accès à l'ordonnance facilement parce qu'avoir un rendez-vous chez l'ophtalmo, c'est long, c'est compliqué dans certains territoires. Non pas que les ophtalmos mettent de la mauvaise foi, mais ils sont pas suffisamment nombreux. C'est une population, les ophtalmos, je parle en général, qui est plutôt, la pyramide des âges est plutôt âgée, alors que la population française, elle va, dans les 20 prochaines années, elle va grossir. Et globalement, il y a autant en 2020, il y a 6000 ophtalmos. Il y en aura globalement à peu près 6000 en 2040. Mais dans ce même laps de temps, la population française, elle va passer de 67 millions aujourd'hui à 74 millions. Et les publics fragiles de 2 à 4. Donc, on va devoir inventer. Il y a un vrai enjeu. Il y a un vrai enjeu et on va devoir inventer des nouveaux modes de fonctionnement en délégation de tâches. Mais aussi, pourquoi? Parce que les nouvelles technologies, elles permettent aussi d'apporter des choses. Et il ne faut pas, je pense, en avoir peur. Il faut au contraire l'utiliser à bon escient. Au contraire même qu'on en discute, c'est-à-dire que là concrètement, donc on voit bien la vision, la mission elle est hyper claire. Vous avez en plus, vous êtes en nombre là pour mettre ça en place. Comment ça se traduit concrètement? Parce que ok, il y a des opticiens mobiles qui se déplacent, qui vont voir les personnes, mais vous, il y a quand même une techno derrière pour pouvoir organiser tout ça, j'imagine. Concrètement, aujourd'hui là, les 39 personnes qui travaillent
au-delà des opticiens mobiles, je veux dire, pour la structure, qu'est-ce qu'elles font ces personnes? C'est quoi en fait la manière de développer cette entreprise et de permettre qu'elle remplisse de plus en plus sa mission? C'est quoi les grandes pistes, les grands enjeux en termes de comment? C'est un podcast qui est très orienté comment on fait. Dans le comment. Ouais, vraiment dans un peu la livraison de bonnes pratiques sur comment on fait pour développer un tel business, quoi. Alors, je pense que c'est toute entreprise. Toute entreprise, elle a sa genèse, elle a son idée, et puis après on part. Après, au-delà de l'idée, il va y avoir l'exécution. Et l'exécution, ça va être clé, c'est-à-dire comment on va ordonnancer le développement, explorer les pistes, en essayant de prendre les meilleures pistes possibles, mais en étant capable d'en explorer plusieurs pour savoir laquelle va être la meilleure. Ça, c'est l'enjeu de l'ensemble des startups. Et une fois qu'on a trouvé ensuite la bonne piste, il faut qu'on reste sur cette piste. Et sur cette piste, il faut qu'on puisse évoluer, c'est-à-dire qu'on puisse surfer sur les opportunités, être capable d'aller faire travailler des évolutions réglementaires, mais toujours en ayant l'obsession d'apporter quelque chose qui a du sens, tant pour le client final, donc ce qu'on appelle le client externe, que pour le client interne, que pour tous les collaborateurs qu'on va intégrer dans l'entreprise, dans le projet de l'entreprise qu'on mène, la mission de l'entreprise. Il faut que chacun et chacune qui va intégrer l'entreprise comprenne pourquoi ils sont là, quel rôle ils vont jouer, et quelle valeur ajoutée ils vont apporter. Et c'est après cette énergie-là, si on arrive à la canaliser et la mettre en ordre de marche pour servir la mission de l'entreprise et donc l'intérêt général qui est suivi, qui est servi, parce qu'il faut qu'il y ait une utilité, sinon l'entreprise elle ne pourra pas péricliter. Et ben après c'est cette énergie-là et cette puissance-là qui doit mettre tout en œuvre pour avancer et l'organiser. Donc au début on fait tout, le dirigeant il fait tout, et puis après il structure son entreprise au fur et à mesure. Donc nous on l'a fait en démontrant au début les premiers prémices, premiers chiffres d'affaires. Ensuite une fois qu'on a utilisé nos fonds personnels, on fait appel à des financeurs qui trouvent un intérêt dans le projet de l'entreprise, dans les équipes et dans la finalité économique de l'entreprise. Et en l'occurrence, d'ailleurs, vous avez trouvé quel type de financeur? Est-ce que vous vous êtes intéressé au fonds à impact, par exemple, ou est-ce que vous êtes allé sur des financeurs traditionnels? Comment vous avez géré ça? D'ailleurs, est-ce que vous êtes passé par des fonds? Alors au début, on a eu traditionnellement comme tout le monde, on a fait un tour de seed, si on utilise le terme que tout le monde emploie au départ, donc la graine que l'on plante. Donc c'est surtout des business angels au départ qui nous ont accompagnés. Ensuite, on a eu un premier fonds qui s'appelle Evolem Start. C'est un fonds qui est pas dédié à l'impact, mais quelque part ils sont déjà dédiés à l'impact puisque c'est un family office. Donc le family office n'emprunte pas de l'argent, c'est un entrepreneur, en l'occurrence Bruno Roussel, fondateur de la société April, et ils investissent sur le long terme sur des projets auxquels ils croient. Et ils mettent beaucoup d'humains dans l'accompagnement. En tout cas, Evolem, c'est vraiment la philosophie qu'ils ont, et ça j'ai beaucoup apprécié puisque en tant que seul fondateur, c'est toujours bien d'avoir aussi une équipe qui va amener une partie financière pour aider, pour mettre de l'essence dans le moteur, mais aussi des conseils et un accompagnement pour aider à structurer l'entreprise et à l'aider à grandir et à passer toutes les étapes que toutes les entreprises doivent affronter, c'est-à-dire des hauts et des bas. Il n'y a jamais que des hauts, il n'y a jamais que des bas, et il faut les rythmer et être capable de les voilà. Il y a des vents et des marées, il faut être capable d'avancer. Et ça, c'est un point important et tenir un cap. Donc ça a été au départ des Evolem, et ensuite j'ai eu des fonds en effet qui sont rentrés, notamment des fonds impact, Investir et plus. 1, 2, 3 investment managers. Alors ils sont peut-être moins impact, mais ils ont une partie où ils sont sur l'impact. Et enfin le fonds Amundi, FCP, Finance et Solidarité, qui est là purement un fonds impact. Donc on a globalement aujourd'hui que des acteurs de l'impact qui financent le projet de développement des entreprises, puisqu'on a fait une seed, une série A, et on communiquera prochainement sur une série B. Et du coup, vous avez levé, alors bon, vous avez communiqué prochainement sur la série B, mais vous avez jusque maintenant levé combien? Et concrètement, parce que c'est souvent des questions qui peuvent être posées, c'était pour financer quoi? Non, exactement. Alors moi, je suis pas du tout opticien. Alors on a 90% d'opticiens chez les opticiens mobiles. Moi, je connais plutôt la partie fabrication des verres, donc la technologie des prothèses correctrices, qui sont les verres correcteurs. Pour répondre à la question,
qu'est-ce qu'on a fait nous et qu'est-ce qu'on a financé en fait dans nos tours, puisqu'on a fait un premier tour de seed qui était en 2015 à hauteur de 2,2 millions d'euros. On en a fait un autre en 2019 sur une série A de 3,2 millions d'euros, donc ce qui fait un 5 millions 400 000 euros levés, enfin 5 millions et demi levés au global. Ces tours, notamment le dernier qui était le plus important, il a permis de structurer l'organisation de l'entreprise. Ça veut dire que quand on est seul, à la fin on met en place toute une équipe. Donc on a mis en place un comité de direction pilotage. Donc il faut des équipes qui soient aussi des producteurs, puisque on n'a pas les moyens d'avoir des directeurs sans porter de jugement sur le sujet. Mais on veut vraiment que les gens soient très opérationnels. Mais il fallait structurer. Il fallait structurer quoi? Le marketing, la communication, structurer les achats, la logistique, la finance et la comptabilité. Le développement commercial de l'entreprise, le pilotage de notre équipe réseau, donc les ressources humaines et le développement de notre réseau d'opticiens. On a mis en place une équipe pour développer aussi la franchise, puisqu'on se développe, on a aussi bien des salariés que des franchisés. D'accord. Voilà. Donc on a lancé la franchise. On a noué des partenariats très importants avec des acteurs du grand âge ou du handicap. Et là, il fallait, une fois les avoir signés, c'est bien de signer un partenariat, mais le plus important, c'est là encore l'exécution, c'est-à-dire assurer le déploiement et surtout assurer la promesse de notre service. Ce qui, par ailleurs, nous a permis d'atteindre aujourd'hui un NPS score client, donc le taux de recommandation de client, qui est assez haut, qui est à 82. Alors, c'est la première fois qu'on le mesurait sur un échantillon d'un peu plus de 200 clients sur le sujet qui ont répondu. Et donc, c'était la première fois qu'on le faisait. Et le taux est très haut. Et ça corrobore un petit peu avec nos enquêtes qualité qu'on fait, où on a un taux de satisfaction qui est important. Et c'est super important dans le service à la personne d'avoir un taux de satisfaction important, puisque le service à la personne se développe beaucoup par bouche à oreille. Voilà. Ouais. Donc, voilà. Donc, le dernier tour, c'est vraiment ce qu'on a financé. L'organisation de l'entreprise, la digitalisation, puisque un point important que vous m'avez posé, c'est comment on développe l'entreprise. Donc, on met en place on a mis en place dès le départ un logiciel métier, une plateforme interne pour gérer finalement notre métier qui est bien différent de celui des magasins, puisque dans l'optique, tout ce qui existe est focus pour les magasins. Donc, tout a été créé et toute l'industrie de l'optique tourne autour du magasin d'optique. D'accord? Alors que travailler en mobilité, on peut prendre un logiciel de magasin existant et le tordre un petit peu, mais il ne répond pas à toute la valeur ajoutée qu'on peut apporter en mobilité qui est autre que celle du métier d'opticien. Il y a la partie du métier d'opticien, mais il y a la partie du service à la personne. Et nous, on a créé un métier qui est la coordination de soins. On s'inscrit comme les autres coordinateurs de santé, mais il ne s'agit pas d'aller chez une personne et puis lui dire voilà, qu'est-ce que vous avez comme ordonnance, très bien, ok, vous avez moins de... C'est pour ça, c'est qu'on peut vite avoir cette image-là, alors qu'en fait non, il y a vraiment une organisation derrière, un peu comme à l'envie qui revoit le service à la personne, quoi. Exactement, et du coup on a même pris dès le départ pour une entreprise comme nous très jeune, pour s'aider à se structurer, on s'est lancé pour obtenir la norme AFNOR NF service aux personnes à domicile. Oui. D'accord. Et en fait, c'est pour prendre en charge une personne. Alors, ce qui est intéressant avec cette norme, c'est qu'elle n'a pas été faite que pour les opticiens, puisque la norme NF service aux personnes à domicile, il y a une variante pour les EHPAD, il y a une variante pour les gardes d'enfants, il y a une variante pour le service à la personne, il y a une variante pour les infirmiers qui se déplacent à domicile. Et en fait, c'est une norme qui est structurante pour se dire, une entreprise qui se positionne sur le service à la personne, elle doit avoir des bonnes pratiques pour recruter, intégrer, former un collaborateur qui va intervenir auprès de publics sur leur lieu de vie en respectant une charte de bonne pratique, en étant un acteur capable de faire la lumière sur toute forme de maltraitance qui pourrait être amené à rencontrer lorsqu'on intervient à domicile. Et tout ça pour régler finalement la personne à mieux vivre. Oui, et donc c'est là où on voit que la mission est bien plus grande, même si c'est déjà énorme, évidemment, la notion de rendre la vue, mais c'est qu'au-delà de ça, en fait, c'est vraiment cette deuxième partie de la mission autour de lutter contre l'isolement et aussi tout ce qui peut venir autour de cette notion d'isolement. Exactement. Et je pense que c'est très important parce qu'aujourd'hui, il ne s'agissait pas d'avoir un service où on se dit, tiens, je prends rendez-vous, l'opticien vient, il me fait ma lunette, il repart, etc. Là, aujourd'hui, dans le service à la personne, il y a de l'échange, on prend le temps pour conseiller, on prend le temps pour expliquer,
S'il y a une personne fragile, et je pense que c'est très important sur nous les publics auxquels on intervient, eh bien il faut s'assurer du consentement de la personne. S'il y a un mandataire judiciaire pour une personne qui est un majeur protégé, il faut être capable d'interagir avec cette personne. Si cette personne n'a pas d'ordonnance, comment est-ce qu'on peut essayer de lui débloquer la situation pour qu'elle aille voir un médecin? Si elle veut pas aller le voir, voilà. Et ça, on les aide. Voilà. Et dans ce cas-là, donc c'est les opticiens mobiles sur place qui remontent ces informations et qui les aident. Et ensuite, comment vous traitez ça? Est-ce que vous faites par exemple de la remontée terrain pour ensuite organiser, je suis embêtante, mais Non, moi non, c'est toujours allez-y. le comment. Et du coup, c'est pour organiser ça sur le territoire pour que en fait ce qui se passe avec un des opticiens, que cette expérience rayonne sur les autres et qu'ils puissent améliorer leur pratique. Comment vous faites? Est-ce qu'ils se réunissent de temps en temps pour travailler ensemble? Alors nous, déjà, nos équipes, ce qu'on a fait en sorte dans ce métier, c'est qu'on on a essayé de prendre tout ce que les opticiens n'aimaient pas faire en magasin, avoir toute une équipe back-office, donc toutes nos équipes internes, et notre logiciel, faire en sorte que l'opticien finalement puisse faire tout ce qu'il aime faire. Alors c'est un peu idéaliste quand on dit ça, puisque dans un métier, on ne peut On pas aimer comprend, bien sûr. 100% de ses tâches. Ce serait, je Ouais, pense, ouais. personne peut dire qu'il aime 100% de ses tâches. Mm. Mais en tout cas, arriver à un taux où il y a 90%, 85% de tout ce qu'il aime faire, il le fait, c'est essentiel. Et donc, nous, on a fait en sorte qu'il maximise son temps pour les patients, pour les accompagner. Donc, Ouais. l'opticien, quand quelqu'un prend rendez-vous avec un opticien, l'opticien va se déplacer pour un premier rendez-vous. Il vient avec tout son matériel, toutes ses montures. Il peut faire un bilan visuel, un contrôle de la vue, essayer entre 150 et 250 montures, prendre le temps pour être conseillé sur ses verres et ses lunettes. S'il a un problème d'ordonnance, l'opticien va le notifier. On a des équipes en interne qui peuvent l'aider et lui assurer le suivi, mais c'est surtout l'opticien qui est dégagé du coup de toutes les tâches administratives qu'il a normalement à faire au sein d'un magasin qui lui prennent Ouais. beaucoup de temps, faire des cotations mutuelles, faire des relances avec la mutuelle et la sécurité sociale. Tout ça, par exemple, nos opticiens ne le font pas. On a nos Ok. équipes de gestionnaires tiers payants en interne pour qu'ils passent beaucoup de temps sur ça. Pourquoi? C'est pas que c'est pas à valeur ajoutée, mais ce n'est pas à valeur ajoutée pour l'opticien. C'est pas une valeur ajoutée pour l'opticien. Il ne le ressent pas comme ça lui, et c'est pas surtout une valeur ajoutée pour le patient. Le patient, lui, sa valeur ajoutée, c'est est-ce qu'il a accès aux soins et s'il a besoin de voir un ophtalmologiste parce qu'il a besoin d'un suivi médical, est-ce qu'il a besoin de voir un orthoptiste parce qu'il a un besoin de rééducation, ou est-ce qu'il a besoin d'équipement avec l'opticien? L'opticien, sur l'équipement, il pourra répondre à sa demande. Mais s'il a Mm. besoin d'accès à un ophtalmologiste, l'opticien sur place, vu qu'il a il a plus de temps à consacrer aux tâches administratives qui sont pas à valeur ajoutée pour le patient, eh ben il Ouais. passe son temps justement à traiter tout ce qui est de la valeur ajoutée pour le patient. Et l'interaction avec un ophtalmo, c'est l'opticien mobile de proximité en local qui va le faire. Pourquoi? Parce qu'il D'accord. aura vu la personne, il connaîtra l'ophtalmo, il est dans la même région, et il essaiera de trouver une solution parce que parfois l'ophtalmo n'a pas le temps de recevoir parce qu'il a son cabinet, son agenda qui est saturé, il prend pas de nouveaux patients et il faut pourtant trouver une solution à une personne qui ne voit pas et comment est-ce qu'elle peut faire pour simplement bien voir. Et l'opticien, il doit jouer aussi un rôle d'alerte sanitaire en disant attention, vous êtes dans nos recours aux soins depuis beaucoup trop longtemps. Moi, je ne suis pas médecin, mais il faut que vous puissiez voir quelqu'un. Et on va du coup Oui. encourager cette personne et essayer de lui déminer un petit peu le parcours pour lui dire si, regardez, c'est peut-être compliqué, mais regardez, on va trouver une solution. Et essayer d'apporter cette solution pour ramener cette personne vers un médecin. Et du coup, on joue ce rôle finalement voilà de la vraie coordination. C'est ça, et c'est vraiment la coordination et la logistique pour qu'au final l'opticien il fasse son métier et qu'il s'embête pas avec tout le reste et qu'il puisse faire en fait tout ce qui est. En fait, chacun est dans sa valeur, quoi. C'est vraiment. Exactement. Et nous, on est obsédé. Voilà. Et on est obsédé avec ça. Et c'est un petit peu. Alors au début, on n'osait pas trop en parler parce que quand on est une jeune entreprise, on a toujours peur de se faire voler l'idée, surtout qu'on a Ouais. des gros mastodontes de l'optique, des gros acteurs et qui cherchent d'ailleurs à Bah se oui, c'est ça. positionner sur ce marché-là. Et c'est tant mieux parce que ça le fera grandir et notre part de marché n'en sera que plus grande puisqu'on est un acteur spécialisé. Et je crois que cette recette-là, c'est vraiment notre force parce que ça nous permet vraiment justement de mettre nos opticiens leur donner un temps que les autres n'ont pas. Et c'est un vrai Mm. avantage concurrentiel parce que justement, Exactement. toute cette mécanique-là et cette process-là, c'est bien la valeur de l'ensemble de nos équipes qui la composent et cette interaction entre eux et notre logiciel au milieu qui fait qu'on arrive justement à maximiser le temps patient et donc la valeur ajoutée. Alors du coup, donc moi ce que j'entends, c'est vraiment voilà, il y a en fait il y a un produit qui est fini. D'ailleurs, vous avez fait plusieurs levées de fonds et vous en êtes à la série B, donc ça montre bien que
la preuve de marché, elle est largement faite et depuis un petit moment. Donc, il y a un produit qui est bien fini, il y a une vision, il y a une équipe qui grossit autour, il y a un vrai service, une vraie valeur ajoutée et donc une vraie disruption de marché quelque part avec même vous voyez du coup les autres concurrents et les gros mastodontes qui viennent vers là. D'ailleurs, on dit souvent que sur un marché où il y a déjà un leader, il ne faut pas essayer de devenir le leader, il faut essayer de devenir le leader d'une nouvelle niche. Donc, c'est un peu ce que vous êtes en train de faire au final. C'est très bien dit. Où ils vont venir. Je ne sais plus quel bouquin de business qui disait ça, mais ça m'avait beaucoup marqué. Je me dis, bah oui, en effet, c'est souvent. On a l'impression qu'il n'y a qu'un axe, alors qu'en fait, non. Il y a tout un secteur, et s'il y a un leader quelque part, et ben regardons ce qu'on peut faire ailleurs tout en restant dans le secteur. Donc, bref. Oui, il y a différents prismes à avoir, et les leaders, ils ont leurs forces, mais aussi leurs contraintes. Exactement. Et c'est là où justement on peut venir et apporter une solution qui au final va bénéficier au client final. Donc Exactement. Donc c'est hyper positif. Et du coup, comment vous avez fait pour développer ça? C'est-à-dire que là, vous savez à qui vous parlez, vous savez quelles sont les populations cibles, en tout cas privilégiées. Ça peut concerner tout le monde, mais il y a quand même des personnes fragiles en priorité qui vont évidemment être beaucoup plus ciblées que la personne qui est à Paris et qui a 10 opticiens Exactement. à la ronde, quoi. Donc, vous avez, j'imagine, des territoires aussi un petit peu visés. Comment vous avez fait pour vous faire connaître? Est-ce que vous êtes passé par des partenariats avec les EHPAD? Est-ce que vous touchez les particuliers directs? Comment vous faites? Non, alors toucher le particulier direct, on a fait quelques campagnes au tout début, hein, mais ça demande des budgets astronomiques. Hein, c'est le mass market en communication, hein, donc c'est des choses qui soient à date pour nous. Et j'avais l'impression en regardant que c'est pas ce que vous faites, c'est pas comme ça que vous vous développez, donc c'est pour ça que ça Non, m'intéresse. parce que c'est inaccessible pour nous financièrement. Hein, même si on a fait des levées de fonds, les levées de fonds, elles ont servi surtout à mettre en place, je pense, la valeur ajoutée la plus difficile à mettre en place dans une entreprise. Hein. La technologie, ça peut sembler celle qui est la plus difficile, mais la plus difficile pour toute entreprise, c'est mettre en place les ressources humaines. Oui. C'est-à-dire mettre en place des personnalités, des savoir-être, des savoir-faire, les faire travailler ensemble, les identifier, les inscrire dans la mission de l'entreprise, dans la philosophie de l'entreprise, sans être utopique, hein, mais essayer de bien faire les choses, vouloir comprendre ce qu'on fait, qui comprennent le sens de ce qu'ils font, et c'est tous ces producteurs-là alignés ensemble qui vont faire en sorte que l'entreprise elle va se développer. Donc ça a été vraiment un investissement fait sur les RH, puisque c'est les RH qui permettent de développer des logiciels, c'est les RH qui permettent de développer des services, des idées, une philosophie de travail, d'accord ? Ouais. Donc ça a été le point focus. Donc pour se faire connaître, nous, on a fait exactement ce que vous avez dit là, il y a une minute, mais on essaie de prendre le contre-pied des gros acteurs de l'optique. Où sont les gros acteurs de l'optique? Où est-ce qu'ils communiquent? Ils communiquent tous de la même façon, auprès des mêmes cibles, et ils se battent d'ailleurs sur les mêmes cibles, puisque l'ensemble de l'industrie de l'optique est focalisé sur le retail. Donc, c'est une stratégie de retail, de magasin. Et nous, on a amené l'optique là où l'optique n'était pas, et là où il y avait besoin. Alors, j'étais un peu une ovni au départ. Hein. C'est pas quand j'ai lancé la boîte, j'avais acheté un stand et je suis allé au salon des services à la personne. Voilà. Alors, service à la personne, il y a des gens qui venaient pour recruter pour les services à domicile, alors le ménage, l'infirmier, les résidences services seniors, etc. Et là, j'ai mis mon stand, les opticiens mobiles, voilà, avec les équipes qui étaient au tout début avec nous. Et là, on a commencé à parler prévention en santé visuelle, l'intérêt de prendre en charge la santé visuelle pour une personne, ne pas l'oublier, etc. Et on a suscité une forme d'intérêt. Et on a poursuivi notre petit bonhomme de chemin. On a fait un peu le tour de France des salons de seniors. On a fait le tour de France partout où il y a du handicap, etc. Et on a amené finalement, et on a parlé surtout santé visuelle avant de parler des opticiens mobiles. On a parlé santé visuelle. On a parlé l'intérêt de prendre en charge la santé visuelle de chacun, que chacun prenne en charge sa santé visuelle au sérieux. Et on a fait, en grosso, ça a été un peu de l'éducation et de la prévention sur ça, et indirectement, on a fait connaître notre service. Donc, on a ciblé les premiers territoires là où on avait recruté nos premiers opticiens. C'était la région autour de Lyon et la région autour de Nantes, qui était notre démarrage. Okay. Et puis après, on a essayé d'essaimer et de recruter des opticiens pour les intégrer dans cette démarche, en leur donnant un guide pratique de qui aller voir sur le territoire quand on se lançait. Et on est allé promouvoir notre service auprès de prescripteurs qui pouvaient être sensibilisés à cette démarche et en se disant, c'est vrai, tiens, moi, je suis une infirmière, et en effet, j'ai plein de gens qui ont des problèmes de vue, un pharmacien, un ophtalmo qui peut se dire, moi, j'ai
des gens de 50 ans qui m'appellent pour leur papa, leur maman isolés, en EHPAD, à domicile ou quoi que ce soit. J'ai pas de solution parce qu'en fait, ils peuvent pas venir dans le magasin du coin. Et du coup, on a essayé de s'appuyer sur beaucoup de prescripteurs. Donc, nous, on s'est fait connaître auprès de plein de prescripteurs et on a amené l'optique là où l'optique n'était pas pour qu'on parle de la santé visuelle et donc qu'on parle finalement des opticiens mobiles et de faire en sorte de... Tous les gens nous disaient « Ah, mais c'est vraiment pas bête comme idée ». Bon, on n'avait pas inventé l'idée que l'opticien qui se déplaçait. Est-ce que vous alliez chez n'importe quel opticien, vous lui disiez « Est-ce que vous pouvez vous déplacer ?» Oui, je vais le faire. Et il le faisait dans une logique de dépannage quand il pouvait le faire. Mais nous, on l'a structuré pour faire en sorte que sur tout le territoire, vous ayez accès à un prix qui soit fixe, public, non calé sur les forfaits mutuels et accessible. Ça, c'est la volonté. On n'est pas une entreprise de l'ESS, mais on travaille dans cet état d'esprit. Mais vous avez aussi fait un peu de... Il y a une forme de plaidoyer que vous avez fait aussi, ou en tout cas de la sensibilisation à une problématique qui n'était peut-être pas touchée jusqu'à maintenant, ou en tout cas qui n'était pas mise en exergue jusqu'à maintenant. Mais j'ai l'impression qu'en fait, votre développement, il est aussi passé par sensibiliser sur la problématique que vous adressiez et dont il n'y avait peut-être même pas conscience jusque-là. Exactement. En fait, il y avait une problématique. Les gens n'avaient pas conscience qu'il y avait cette problématique, donc ils étaient dans le non-recours aux soins. Et oui, c'est ça. En fait, du coup, il n'y avait pas de solution. Non, en fait, il n'y avait pas de solution. La solution, c'est de se déplacer, mais on prenait pas le temps. Alors, l'excuse, c'était soit c'est trop loin, soit parce que le délai dans l'ophtalmo, c'est trop long. Et quand vous prenez des personnes âgées, mais même pas forcément très âgées, quand vous avez 70 ans, vous êtes jeune, ou 70, 75 ans, mais quand vous vous dites, voilà, mon rendez-vous ophtalmo, c'est dans 1 an, dans 8 mois, dans 7 mois, vous n'arrivez pas à vous projeter, ou si vous avez un besoin immédiat, vous pouvez oublier à un moment donné, ou vous dire que c'est trop loin. Et alors, quand on a 85 ans, bah là, pour le coup, 90 ans, là, pour le coup, dans 1 an, on verra bien. Oui, c'est clair. Et puis, quand on vieillit, on a cette tendance à être dans la fatalité. Je vois moins bien. Ouais, mais c'est parce que je vieillis, t'inquiète pas, c'est bon. Non, j'entends pas bien, c'est parce que je vieillis. Non, il n'y a pas de fatalité en fait. En fait, il y a des solutions, mais il faut que les solutions puissent être connues. Il faut qu'elles existent, qu'elles émergent, et la tech peut aussi apporter des choses assez sympas à ce niveau-là, quoi. Voilà. Et le réglementaire aussi sur le sujet doit évoluer dans ce sens-là aussi. Et du coup, donc là, vous avez fait ces salons, vous avez identifié par où passer, vous avez bien vu que le mass market, c'était pas pour vous parce que ça allait pas servir en fait le développement de l'entreprise. Et c'est important en plus de le dire, je pense, parce que j'ai rencontré pas mal de startups moi-même dans le cadre de l'agence qui avaient un peu cette envie à chaque fois de on va aller toucher le grand public. Et il y a des fois où c'était des formats, des modèles, B2B2C par exemple, mais où on sentait qu'en fait c'était par le B2B qu'il fallait d'abord commencer pour se développer, et puis sensibiliser ou faire des ateliers communs derrière, parce qu'en fait le B2C aujourd'hui c'est quand même très compliqué, comme vous le disiez, ça demande souvent, alors pas tout le temps, ça dépend de l'activité, mais ça demande souvent des budgets qui sont faramineux, alors même qu'on n'a pas prouvé son marché, quoi. Exactement. Donc du coup, ça, moi, je l'entends complètement. Et donc, une fois que vous avez identifié ça, est-ce que vous avez quelques bonnes pratiques à nous partager, quelques astuces, c'est-à-dire, vous savez à qui vous parlez, donc plutôt les professionnels de santé autour de l'optique. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes allé les démarcher directement? Vous les avez appelés? Vous avez contacté des syndicats, peut-être? Je ne sais pas si ça existe dans cette branche-là. Qu'est-ce que vous avez fait pour les toucher? Alors nous, pour les toucher, outre les salons, en effet, les syndicats, on a testé tout, puisque jeune start-up, on doit tout tester, comme je le disais en introduction, explorer toutes les pistes, et donc les pistes de communication pour faire connaître le service étaient essentielles, puisque une fois qu'on avait recruté nos premiers opticiens, qui comme nous découvraient un peu ce métier, et ont fait confiance finalement dans la vision qu'on leur a donnée du métier de l'optique, qui pouvaient exercer, c'est-à-dire à ne plus avoir la contrainte, par exemple, de travailler le samedi dans une boutique, à pouvoir changer de clientèle, voilà, être le matin en EHPAD, en début d'après-midi à domicile et en fin de journée dans une entreprise, parce qu'on va aussi dans les entreprises. Ça, c'était riche. On a travaillé avec les salons, on a travaillé avec les syndicats. On a du grand âge, on a sensibilisé l'ensemble des fédérations, on a essayé de se présenter auprès des médecins, on a fait des campagnes de courriers adressés, on a utilisé les réseaux sociaux pour sensibiliser, pour informer, pour, en grosso modo, faire coucou, regardez le service qui existe, il est simple, pratique, vous prenez rendez-vous, il est accessible. Les prix aussi, on a voulu être un opticien sur lequel nos prix sont clairs, on n'a pas de prix calés sur des forfaits mutuels, nous nos prix sont fixes, ils sont publics, ils sont identiques dans toute la France. Où vous soyez, nord, sud-est, ouest, centre, le prix est identique. Donc, on a voulu avoir une approche vraiment différenciante sur le sujet et on a marketé tout ça
auprès de différents acteurs en utilisant les leviers que sont en effet Internet, que sont des campagnes téléphoniques, que sont des courriers adressés, que sont des rencontres avec des key opinion leaders qui étaient sensibilisés à notre démarche. Et on a et l'ensemble de nos opticiens aussi, faut le rappeler, sur le territoire, ont eux aussi été des moteurs à tout cela. Que parfois, ils ont été en contact avec un sénateur qui a dit tiens, c'est intéressant ce que vous faites, j'aime bien, ça me plaît, ça change de ce qui se fait, c'est utile pour le territoire, on est en recherche de solutions. C'est vraiment par les actions de terrain que nous on est capable demain de faire bouger les lignes. Et je pense que ça c'est un vrai axe, c'est-à-dire que beaucoup de gens attendent des politiques en disant qu'est-ce que font les politiques, mais les politiques ils peuvent pas tout faire. Enfin, c'est comme tout le monde, à un moment donné, ils ont aussi besoin de se baser sur des choses concrètes qui se passent sur le terrain. Et c'est comme ça que les choses émergent. Et donc, grâce à ça, par exemple, il y a eu la loi sur la réfraction en EHPAD. C'est un point important. Donc voilà, et on a essayé à chaque fois, nous, d'attraper la balle en vol dès qu'on pouvait, parler de nous, et puis de s'engouffrer dans toutes les brèches là où il y avait un intérêt, à quelque niveau que ce soit, médical, syndicat du grand âge, gériatrie, handicap, amélioration de la QVT, donc pour la qualité de vie au travail, partout où finalement les gens se disent tiens, moi ça c'est utile pour moi. Et c'est là où on fait le lien avec la mission, c'est partout aussi où la mission a sa place. En fait, c'est complètement ça, tous ces axes-là que vous venez de citer, en fait, on pourrait dire que c'est des types de cibles, on peut même pousser jusqu'au persona si on veut, mais c'est surtout des types de cibles qui peuvent profiter, bénéficier de ce que vous faites pour servir une mission plus grande. Donc ça fait complètement sens. Ok, donc du coup, hyper clair. Et est-ce que dans tout ça, vous avez senti, parce que là, ce qui est hyper intéressant, c'est que vous dites, voilà, vous avez fait plein de choses et que vous avez attrapé les balles au vol. J'aime beaucoup cette expression, parce que c'est aussi ça, le processus de l'entreprise, c'est qu'en fait, il n'y a pas forcément un moment, un truc qui fait qu'il y a le avant-après, même si pour certaines, il y en a qui ont eu un passage dans un reportage M6 qui était plutôt positif, pardon. Il y a un trafic sur le site qui est arrivé qui était dément. Et qui peut faire un avant-après. Cela dit, il y a eu des choses avant qui ont préparé à ça aussi. Est-ce que vous, du coup, vous avez l'impression qu'il y a eu un événement quand même, un avant-après à un moment donné, une stratégie, un truc qui a particulièrement marché et qui a fait passer un cap à l'entreprise, ou est-ce que c'est vraiment, comme là vous venez de nous dire, c'est vraiment un processus au fil de l'eau et ça grandit doucement, ou est-ce qu'il y a un moment donné où la courbe elle est un peu partie? Non, je pense que c'est difficile à dire. Déjà, le processus qui a permis de lancer l'entreprise, c'est la loi Hamon 2014 qui a permis aux opticiens déjà de pouvoir travailler en dehors du magasin. Ça, c'est déjà un processus important puisque avant, ce n'était légalement pas possible. Donc, même si l'opticien le faisait, c'était légalement interdit d'exercer en dehors du magasin. Et je vais vous donner un exemple précis. Aujourd'hui, un audioprothésiste n'a pas le droit d'appareiller une personne à domicile ou dans un établissement ou en dehors de sa cabine d'audioprothèse. Ce qui est une aberration quand vous connaissez l'enjeu, et ça touche principalement les personnes, les seniors et les personnes de grand âge. En plus, maintenant, il y a 100% santé, donc il y a plus de problème d'accès aux soins puisqu'il y a des prix qui sont fixés par l'État et qui sont sans reste à charge, donc n'importe qui pourrait s'équiper, alors qu'on a un taux d'équipement qui est relativement bas pour des gens qui en ont beaucoup besoin, notamment sur le grand âge. Et aujourd'hui, l'audioprothésiste, malgré toutes les technologies qui permettent pour pouvoir équiper quelqu'un en mobilité, c'est interdit par la réglementation. Donc on se marche un peu sur la tête puisque les personnes qui en ont le plus besoin économiquement aujourd'hui, ils peuvent y avoir accès, mais au niveau pratico-pratique, ils peuvent pas se déplacer dans un cabinet chez un audioprothésiste. Et on est en 2021. Donc non, nous le sujet c'est que on a donc la loi de 2014 nous a permis d'exercer ce métier-là, et ensuite le développement s'est fait sur le terrain. Et je pense que c'est important parce que ça veut dire que c'est une croissance qui est saine. Alors on n'est pas dans une croissance de logiciels SaaS, etc. On est une forte croissance, mais elle est saine dans le sens où nos fondations sont solides. C'est-à-dire que notre offre de valeur de service, elle est là. Notre process, il est bien clair. Notre suivi qualité de nos clients, il est pertinent. Tout est pertinent. Et du coup, on a une croissance. On n'a pas aujourd'hui d'événement majeur. On en aura demain. L'événement majeur, il aura lieu
lorsque, par exemple, il y aura une délégation de tâches plus importante qui sera donnée aux opticiens par les ophtalmos. Parce que les ophtalmos, à un moment donné, ils auront besoin, je pense, à terme, de s'appuyer. Ils s'appuient sur les orthoptistes aujourd'hui, c'est très bien. Mais ils auront aussi, je pense, intérêt à s'appuyer aussi sur les opticiens pour fluidifier les parcours et permettre finalement... On revient sur cette problématique que vous avez aussi vue, qu'on n'a pas assez d'ophtalmos pour le territoire et que ça ne va pas aller en s'arrangeant. Oui, ça, c'est pas moi qui le dis. Puis, mais enfin, c'est la réalité de tout le monde, je pense. Voilà, c'est qu'on ça, voit. Ce que vous me disiez, et qui, du coup, explique aussi le besoin de créer ces nouveaux métiers, ou en tout cas d'adapter tous ces métiers et de les faire mieux travailler ensemble pour que, justement, on arrive à avoir accès à ces soins-là, quoi. Exactement. Et nous, notre croissance, elle se fait par le recrutement d'opticiens. Et on a, en effet, en revanche, si une croissance qui s'accélère, hein, puisque notre service, il prend plus que jamais tout son sens, si vous voulez, vu le contexte sanitaire qu'on a connu. Donc, nous, on peut toujours exercer. Et du coup, ça se développe. Et ça se développe, pourquoi? Parce qu'à un moment donné, je pense qu'il y aura un point d'inflexion où nous, notre notoriété commence à émerger, parce que je pense qu'il faut rester très humble. On attaque la 6e année, donc on est moins connu que d'autres marques, mais dans le secteur où on a amené les opticiens mobiles, on commence à être connu, et du coup, on commence à essaimer, on commence à rassurer, on commence à avoir, et donc forcément, les opticiens qui travaillent pour nous aujourd'hui, quand ils rentrent chez les opticiens mobiles, un franchisé ou un salarié d'ailleurs, ils se développent globalement, 10 fois plus vite qu'il y a 4 ans. Donc ça veut bien dire que l'ensemble de l'entreprise a progressé, que le marché lui-même se développe aussi. Donc voilà, forcément, à force de faire, les choses arrivent. C'est au long cours, et en lâchant pas et en persévérant aussi qu'on y arrive. Est-ce que vous ça, on a de l'impact positif. Bah oui, c'est clair. Est-ce que vous avez déjà, est-ce que vous pouvez me dire comment vous mesurez votre impact à vous? Est-ce que vous le mesurez? Est-ce que vous avez une politique RSE ou en tout cas une donnée, peut-être une North Star métrique comme on dit dans les startups, une donnée qui fait que vous savez que vous remplissez votre mission? Qui peut être bien sûr, nous on a bénéficiaires, je sais pas. On a carrément un plan complet où on a plein de critères que l'on mesure à travers une fiche mesure de l'impact que l'on remet d'ailleurs aussi à nos actionnaires. Où on a alors on a 3 grands thèmes. Alors j'ai 2 têtes, je vais vous les donner. Hein. On a l'éthique des affaires, donc on mesure par exemple l'échelle de nos salaires, hein, entre le plus haut et le plus bas, le nombre de salariés, le turnover, parité homme-femme que l'on a, même dans notre comité de direction. Bon, pas tout à fait, mais on n'en est pas loin. On a 3 femmes sur 7, ou 7, pardon. L'évaluation de l'ambiance interne de l'entreprise, on a un taux de satisfaction, une enquête interne, hein, où on se note les uns les autres. On a mis en place des politiques environnementales particulières. Hein. On digitalise nos notes de frais. On a, quand on peut, mettre des voitures hybrides pour certains. Tous les papiers sont du recyclé. On suit la consommation des fournitures. Quand on a refait nos locaux, on a mis que des choses basse consommation et encouragé là où on peut faire des économies. On a une politique de rémunération et d'objectifs qui est assez clair pour chacun. On a on a des pratiques de gouvernance et on mesure notre impact aussi auprès de à quelle population on s'adresse, le nombre de partenariats qu'on a, nos opticiens, ce qu'ils font, est-ce qu'on leur facilite la vie ou pas la vie, est-ce qu'ils sont mieux par rapport à comme ils étaient en magasin, et enfin tous nos bénéficiaires. Alors là, c'est là qu'il y a le plus grand nombre de critères, hein, mais la part des bénéficiaires dans les secteurs médico-sociaux, le nombre de bénéficiaires qu'on voit, le nombre de personnes qui ont un problème de vue, le nombre qui n'ont pas de vue, ceux qui ont accès à la santé, pas accès à la santé, le niveau de vie de chacun, les indicateurs de prix le moins cher de marché. Bon, il y a plein de choses. Le nombre d'alertes maltraitance en une année, le taux de satisfaction. C'est hyper intéressant de pouvoir aussi. On a vraiment toute une fiche impact que l'on suit. Ok, génial. Génial, parce que voilà, on n'en avait pas parlé jusque-là, et c'est vrai que du coup, voilà, en transverse, on va dire en background, il y a aussi ça qui se passe, quoi. Il y a aussi de tout mesurer au fur et à mesure de l'histoire de l'entreprise. Et il me reste mes petites dernières questions à vous poser. La prochaine, c'est sur les échecs ou apprentissages que vous avez pu avoir. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez nous livrer? On apprend souvent beaucoup des échecs ou erreurs ou des autres. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé particulièrement pour les opticiens mobiles qui serait intéressant à nous communiquer ici? Un échec? Ouais,
Un échec Oui, avec un apprentissage souvent lié. oui, ben des échecs forcément, on en a eu, hein. On a pris des décisions. La plus importante qu'on a eue, c'est qu'on s'est dit à un moment donné. Alors j'en donnais deux, tu vois, qui me viennent alors comme ça c'est non préparé. Le premier, on s'est dit, tiens, est-ce qu'on pourrait monter un magasin qu'on appellerait les opticiens mobiles et qui ferait sens, c'est-à-dire à partir de ce magasin, on reçoit des gens avec une offre de prix claire, etc. Et à partir de là, nos équipes rayonnent aussi pour faire de la mobilité. Et en fait, c'était un échec complet. Pourquoi ? Parce que le magasin des opticiens mobiles, ça n'avait pas vraiment de sens. Ouais. Et on s'est vite rendu compte qu'en fait, travailler en magasin versus travailler en mobilité, en serviciel, c'est un tel changement de paradigme qu'on peut pas faire les deux. En fait, on peut pas être bon en faisant les deux. Et je pense que, et du coup, l'apprentissage, c'est que, en fait, il faut jamais sous-évaluer n'importe quel métier, quel qu'il soit. Beaucoup de gens peuvent dire oui, ça c'est facile, ça c'est facile. Faites, et puis après vous me direz si c'est facile ou si vous le faites bien. Et ça, je pense que c'est une humilité très importante. Et du coup, on s'est dit, à partir de cet échec-là, on s'est dit, en fait, restons dans ce qu'on veut faire et ce qu'on sait faire et dans la philosophie de l'entreprise. Et c'est pour ça que notre mission a été très claire. Pour que chacun accède à la mobilité sans se déplacer. Donc, pas de magasin. C'est pas notre métier. On sait pas faire. Il y a des gens qui sont bien meilleurs que nous sur ça. Et du coup, on sera bien meilleur qu'eux. Ouais, Voilà. c'est clair. Donc ça a été un des échecs dans l'entreprise. Faire vraiment que son métier et le faire bien. Et je pense que déjà, en faisant ça, c'est déjà pas mal. Surtout quand on se lance ou quand on est sur les premières années d'activité, c'est clair. Et c'est souvent justement parce qu'on n'est pas sûr, ça peut aussi être la tentation de se dire, et si j'explorais aussi cette piste en parallèle, alors qu'au contraire, c'est vraiment ça, c'est chacun son métier. Exactement. Et le deuxième échec, c'est la tendance du dirigeant à commencer à développer son chiffre d'affaires et à tout de suite se dire, ouh là, je vais aller là, je vais cibler tel marché, je vais partir là, etc. Okay. Et là, il faut se forcer à se dire non, Mathieu, là, c'est pas bien, en fait. Il faut rester sur le core business, dont être un peu besogneux, être un peu résilient et bien réussir sur les marchés déjà que l'on vise, être bon, prendre la plus grosse part de marché. Et pour la prendre, la plus grosse part de marché, il y a la conquête commerciale et il y a la satisfaction client, il y a l'offre qui est en face. Hein, c'est le triptyque, voilà, et qui fait que nous, on n'a pas peur des concurrents, bien au contraire. Il faut qu'on soit meilleur qu'eux au niveau commercial, meilleur qu'eux dans le service et meilleur qu'eux dans l'offre de valeur qu'on propose. Et à partir de ce moment-là, quand on sera très bon dans notre core business, à savoir les marchés, les premiers marchés qu'on a ciblés, c'est le domicile et les personnes de grand âge, le secteur médico-social et de santé, et bien après, on commencera à attaquer d'autres marchés et notamment l'audition. Donc pour l'instant, il fallait qu'on reste vraiment là où on est bon avant de commencer à aller faire autre chose. Et donc la tendance parfois, c'était justement d'avoir commencé à aller explorer un peu trop de pistes. Hein. Tout ça, l'exemple, je disais, il faut explorer, mais il faut en explorer quelques pistes. Se dire, je m'en donne 2, allez 3, 4, 3, 4, mais pas 25, parce que là, c'est dangereux. Voilà. Oui, et puis tirer le fil, comme vous disiez, de celle qui donne. Ne pas oublier les autres pour autant. Et peut-être qu'il y a des fois où en fait on peut avancer en parallèle, mais garder effectivement enfin moi ce que j'entends qui peut mettre le conseil en fait pour les auditeurs, c'est garder son énergie et son focus, sa concentration sur le core business, quoi. Toujours, et l'aide qu'on a, et c'est important, et moi je les remercie sur le sujet, hein, mais moi moi je suis très content des actionnaires que j'ai, hein, chez les super actionnaires, et financiers, et humains, et dans l'accompagnement, donc les actionnaires aident aussi à faire ça. L'actionnaire n'est pas qu'une personne qui apporte des fonds. Je pense que c'est très important parce que beaucoup de gens ont une image de l'actionnaire ou de la finance, mais après ça dépend qui, mais globalement ils sont quand même là pour aider à faire progresser, à challenger et à voir aussi différemment pour rester focus. C'est un point important. Donc les actionnaires et les équipes, parce que quand on recrute des équipes, les gens sont tous intelligents. Les gens, ils ont besoin de comprendre ce qu'on fait, la mission, leur tâche, voilà, ils ont besoin qu'on leur apporte la confiance. Ils ont besoin d'avoir de l'air pour respirer, pour s'exprimer. Moi, j'ai pas un management, par exemple, dans un cadre, mais j'aime bien dire j'ai un management par les angles. C'est un point important pour aider les gens aussi à être des moteurs de l'entreprise, parce que le dirigeant, il peut être un moteur, un chef d'orchestre à un moment donné. Et il doit être le chef d'orchestre, mais plus le moteur. Et c'est les équipes qui sont des moteurs. Et on doit tous devenir un moteur et un producteur. Et c'est en ça qu'une entreprise, elle se développe. Sûr.
Et ben, il me reste mes dernières questions. Est-ce qu'il y a des défis à venir? Alors moi, ce que j'avais lu, c'est que l'objectif, c'était de recruter 250 opticiens mobiles sur tout le territoire d'ici à 2025. Mais est-ce qu'il y a, même avant ça, des défis, même des défis techno peut-être sur le logiciel qui doit évoluer, je sais pas, ou des choses là pour 2021, 2022 qui sont importantes pour vous? Alors nous, on a les défis. Alors les grands défis pour nous, c'est le recrutement. Hein, alors, Ok. le recrutement, c'est le plus grand défi. Pourquoi? Parce que nous, on a vraiment l'enjeu de recruter des personnes qui vont avoir le bon savoir-être et le savoir-faire, et après, on va les former. Donc, recrutement et formation. Mais je pense que c'est un défi de société pour plein de monde et pour plein de secteurs. Alors, nous, c'est vraiment ça, le recrutement, trouver les bonnes personnes, parce que dès qu'on a les bonnes personnes, eh ben, on explose. Voilà, Oui. ça marche bien, le service marche bien, les clients sont contents, nos auditeurs, on a écouté, c'est marrant, hein, je vais reprendre la phrase qu'a dit hier l'auditeur AFNOR qui est venu chez nous. D'ailleurs, Ouais. ils nous ont renouvelé notre norme AFNOR. Certification, oui, Enfin, la bon, norme. Ouais. voilà, et il a conclu hier en disant, écoutez, moi j'ai été surtout impressionné parce qu'il a tourné avec des opticiens de chez nous, par le Ok. niveau de qualité du relationnel que les opticiens apportent et le niveau d'humanité dans le conseil qui est apporté, la façon dont c'est fait sur le terrain. Alors, voilà. Génial. Et ça, je pense que ça, c'est la plus grande satisfaction. Pourquoi? Parce que on permet vraiment, finalement, l'optique, c'est le moyen, c'est la solution, mais avant tout, il y a la relation entre les gens. Et je pense, dans le monde dans lequel on vit, d'amener des choses qui soient utiles, et de le faire de cette façon-là, eh ben, c'est un bon pied de nez à la presse qui a été quand même un peu dure à un moment donné avec des opticiens, peut-être parfois parce qu'il y a des choses qui étaient légitimes, mais aussi à tort parce que je pense que l'ensemble de la profession c'est quand même plutôt bien réformé. Les choses, c'est toujours une minorité qui a les comportements d'une Oui, minorité qui ont impacté la majorité, c'est c'est toujours le ça. cas hein, partout dans tous les domaines. Et je trouve que ben voilà, ça c'est je trouve que c'est une très belle chose. Donc nous, recruter des bonnes personnes pour que justement on n'ait que des personnes qui agissent de cette façon-là, Ouais. les former, ça c'est vraiment notre gros enjeu. C'est pour ça on veut en recruter 250, mais il faut qu'on trouve les bons. Hein. Il y a quand même 40 000 opticiens diplômés en France. Donc on se dit qu'on devrait normalement, nous Trouver on le en vise bonheur. 400. Bon, on n'en vise pas Ok. non plus, on vise pas la lune hein, quand même. Mais enfin pour Ouais, nous c'est ouais. la lune hein, parce qu'il nous en faut 250. Donc ça c'est recruter et après poursuivre la digitalisation de notre service, ça c'est clé Ouais. aussi parce que l'un ne va pas sans l'autre C'est ce que j'allais dire, c'est qu'on est dans réussir. une époque, enfin nous sur l'agence, c'est vraiment, on le sent, on est à la croisée entre la RSE et donc entre le durable et le digital, la digitalisation. Et là, c'est ce que vous disiez, c'est ce qu'on retrouve souvent, c'est que il y a beaucoup de résistance au changement, où il y a beaucoup de choses qui sont en train d'évoluer aujourd'hui autour de ces deux grandes thématiques. Et il y a beaucoup cette peur de le digital va déshumaniser. Et en fait, c'est hyper intéressant parce que vous, de ce que vous dites, vous arrivez justement par cette mesure que vous mettez en place, d'où l'importance, je le redis là, de mettre en place ces mesures d'impact. C'est génial que vous puissiez avoir de la donnée. C'est qu'il y a de la satisfaction client, c'est que en qualité là, voilà, les gens de l'auditeur d'AFNOR vous dit ah ben ils sont surpris par la qualité humaine au final. C'est-à-dire que à travers, malgré une entreprise qui repose beaucoup sur de la techno et sur du digital et que vous êtes en train de continuer à développer, vous développez tout autant cet aspect digital que cet aspect humain, qualité de la relation avec le client final, etc. Et aussi avec les opticiens mobiles, enfin avec les personnes. C'est notre triptyque un petit peu. Moi, je crois que et même si on parle aujourd'hui, par exemple, nous on est clairement sur l'humain, le Ouais, digital et le service. L'un n'allant pas sans l'autre, parce qu'il faut savoir évoluer avec son temps. Ce qui peut être digitalisé doit être digitalisé. Et ça permet de quoi? Il faut pas en avoir peur. Ce qui c'est permet ça. de digitaliser, ça permet justement d'aller libérer de l'énergie, du temps, pour avoir plus d'humain. C'est quand même Oui, utile. c'est Et pour le exactement professionnel ça. de Ouais. santé, d'avoir plus le temps de s'occuper d'une personne qui a une problématique. Vous vous rendez compte? Nos opticiens, le fait qu'ils passent pas de temps à gérer le tiers payant, enfin qu'ils aient une équipe derrière du coup pour le coup, parce que tout n'est pas encore digitalisé sur le sujet, mais on a une équipe qui accompagne tout ça, et ils maximisent leur temps pour le patient, ça leur permet d'aller déminer et apporter des solutions à des gens qui soit n'en ont pas, soit ne les voient pas, soit n'en ont pas connaissance. Et c'est pour ça que le gouvernement d'ailleurs souhaite accélérer beaucoup sur la partie prévention, parce que finalement, quand on est prévenu, on sait. Quand on sait pas, on Bien sait pas ce sûr. qui existe. On connaît pas les aides, on sait pas les solutions qui existent. Et aujourd'hui, sur Terre, il y a plein de choses qui existent.
Et je pense que le grand enjeu et le grand défi de demain, c'est déjà de maximiser et de coordonner l'ensemble de toutes les solutions qui existent sur la planète avant d'en inventer d'autres, parce que il y a déjà plein de choses qui existent, et si on fait déjà ça, eh ben on résout beaucoup de énorme. Et c'est marrant parce qu'au niveau marketing, sur les contenus en ce moment, on travaille pas mal sur des sujets de contenu en ce moment. Et ben en fait, c'est exactement le parallèle peut être fait parce qu'il y a une notion de structuration des contenus, c'est-à-dire qu'on arrive à une époque où il y a un nombre de contenus inimaginables qui sont créés. Il y a des fois, quand on arrive sur une entreprise qui a mis pas mal de budget, elle se retrouve avec un nombre de vidéos, d'écrits, d'articles qui est complètement dingue. Et en fait, tout l'enjeu, c'est sur comment on arrive à sélectionner ces contenus, comment on arrive à les faire rechercher pour répondre au final et que ça facilite la vie de tout le monde. Parce que l'idée, c'est pas de venir solliciter en permanence les gens, c'est qu'ils trouvent la bonne information qui va les aider. Et du coup, ça me fait ce parallèle-là vraiment avec la gestion des contenus et ce qu'on fait aujourd'hui. On continue bien sûr à en produire, mais je veux dire, la notion de structure des contenus et d'organisation, elle a aussi complètement clé. Entièrement d'accord avec vous. Et ben, il me reste 2 petites questions parce qu'on a parlé du conseil auditeur un petit peu avant au final. La question qui arrive, c'est cette fameuse musique ou film qui illustre votre vision du business positif. Alors, sur cette question-là, je vais être plutôt, alors là comme ça, je vais être plutôt film sur le business positif. Alors moi, ce que j'appelle le business positif, alors ou ce qu'on appelle l'impact, chacun a sa définition. Alors il y a une définition un petit peu claire sur le sujet. L'impact, c'est pour moi, c'est le bon sens. Enfin, si je dois résumer ça en un mot, l'impact, ça doit être le bon sens pour la nature, le bon sens pour les relations entre les humains, le bon sens le bon sens peut-être un peu paysan parfois, mais qui est je pense aussi parfois utile, positif, un peu quelque chose de simple. Et donc je dirais le film Demain, et parce que je pense que c'est celui qui a mis en lumière voilà, on vit sur une planète qui aujourd'hui est bousculée. Enfin, toutes les personnes qui y vivent sont bousculées avec un virus qui s'appelle la Covid, qui est venu tout arrêter, mettre tout à l'arrêt, même les avions cloués au sol. On ne sait pas trop comment s'en sortir. Alors, on va pas dramatiser sur le sujet, parce que les solutions, on les trouvera, mais enfin quand même, en 2021, c'est quand même pas bien brillant. Et je pense que nos planètes, faut qu'on en prenne soin. Donc, le film Demain, voilà, je suis assez, voilà, l'air doit être respirable. Il faut qu'on trouve des solutions pour que la planète perdure. On a quand même c'est quand même plus sympa d'être dans la nature que voilà, elle nous apporte tout. Et dans le film de Demain, il y a peut-être une scène, je réfléchis là comme ça à haute voix, mais qui m'a marqué. C'est, j'espère pas me tromper, c'est en Angleterre, une ville ou une ville où ils se disent tiens, au lieu d'arroser en fait des plantes pour avoir des choses qui soient jolies, on veut utiliser l'eau de la ville et les jardiniers de la ville pour planter des légumes, des fruits, etc., qui sont accessibles aux populations. Alors, c'est peut-être un peu utopiste, parce que si chez nous on plante tout ça dans les ronds-points, il y en a qui vont se servir, il y en a d'autres qui n'auront rien. Mais dans la philosophie, où c'est intéressant, c'est que l'eau, elle est précieuse, et utilisons-la à bon escient, puisque finalement, qu'on plante, je sais pas moi, des pieds de tomates ou des salades, ça fait de la verdure. Oui, c'est ça, ou des plantes d'ornement. Oui, c'est les jardins comestibles. Et c'est comestible et c'est utile. Voilà, et je pense que c'est les jardins comestibles, c'est un super mouvement. Effectivement, on mettra le lien aussi parce que c'est aussi très chouette. Et oui, ils en parlent. Et il me semble que ça avait démarré en Angleterre. En tout cas, dans Demain, je vois très bien aussi cette scène et ces explications de comment ce mouvement est né et comment les gens du coup peuvent passer sur un trottoir normal de rue et puis cueillir quelques petites baies comme ça alors qu'ils sont en pleine ville. Mais on en est loin, et pourtant moi voilà, vous prenez je fais un autre exemple, mais en tout cas au pays, j'étais aux Pays-Bas ou au Danemark. Et au Danemark, vous avez les gens qui habitent en ville. À Copenhague, vous avez au milieu des immeubles des cours arborés, etc. Et les gens, ils ont des jardins, ils les partagent, etc. Et moi, j'habite dans le centre de Lyon. J'ai une superbe cour, superbement arborée, grande, etc. Et il est interdit que les enfants aillent jouer ou de planter quoi que ce soit. Et là, on se dit, on dépose membre du conseil syndical, je dis ce serait peut-être bien de mettre, je sais pas, un jardin partagé, et là c'est levé de bouclier, ça va faire du bruit, c'est ingérable, etc. Et je trouve que ça, voilà, j'espère que ça
Ça évoluera parce que je pense que c'est un bon moyen aussi de renouer le lien entre les personnes qui habitent dans les immeubles autour, et il y a aussi les personnes âgées. Du coup, si les jeunes et les personnes, je pense, travaillent ensemble, on peut s'entraider et ça peut être une société qui est pas trop mal quand même. Complètement. Et ça, c'est sur la vie au quotidien et la vie citoyenne. Complètement d'accord C'est un avec clin vous. d'œil, mais c'est une philosophie de relation humaine. Oui, une évolution de la société aussi, de retrouver ce lien-là. Merci beaucoup. Il me reste ma toute dernière question que je pose à chaque fois. Est-ce que vous avez un acteur de l'impact à me recommander pour ce podcast qui pourrait être intéressant d'interviewer sur ces questions d'impact et de business positif? Un acteur de l'impact sur le sujet, vous avez un peu un homologue qui s'appelle Murphy, M-U-R-F-Y. Voilà, je fais un clin d'œil parce que ils ont monté un réseau de techniciens qui se déplacent sur rendez-vous à domicile pour venir récupérer, j'espère que je fais pas d'erreur, machine à laver et lave-vaisselle pour vous les réparer et les remettre en économie circulaire. Et ils ont un forfait d'intervention qui garantit la mise en route de votre appareil et où vous avez un bon pour acheter un appareil qui a été réparé. D'accord, génial. Eh ben, écoutez, je vais aller regarder ça avec attention, effectivement. Un grand merci pour cet échange et tous ces partages. C'était très, très riche. On est resté une bonne heure ensemble. J'espère que c'est pas trop long. Non, moi, je suis ravie. On demandera aux auditeurs ce qu'ils en ont pensé. Mais vraiment, c'est précieux, voilà, de pouvoir avoir tous ces retours d'expérience sur des belles thématiques comme ça, en plus qu'on adresse peu au final, ou en tout cas qu'on voit peu. Donc, un grand merci et à très bientôt. Merci Mélodie, au revoir. Voilà pour ma causerie avec Mathieu Gerbet. J'espère que ce contenu vous a plu et vous a apporté des clés pour votre business positif, votre politique RSE ou tout simplement des clés de réflexion. Si vous avez aimé ce podcast, ça m'aiderait beaucoup que vous mettiez 5 étoiles sur Apple Podcasts ou toute plateforme d'écoute que vous utilisez et que vous en parliez à au moins une personne autour de vous qui a ou qui bosse pour un business positif ou bien qui a ou qui bosse pour une entreprise qui se pose des questions sur son impact. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn, Mélodie Schmoss, Mélodie avec un Y, si vous avez la moindre question ou remarque. Je suis toujours à l'écoute d'axes d'amélioration. Je vous remercie encore pour votre écoute et je vous dis à très vite pour le prochain épisode.